allons poursuivre les travaux de cette école. Nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir professeur appliqué et chercheur au niveau du cartel. Donc, il nous vient de l'université de Sherbrooke. Professeur Bouroubi, donc j'ai été très contente aujourd'hui de vous recevoir à nouveau dans notre université après une longue absence. Donc, professeur Bouroubi vient nous présenter ses derniers travaux concernant l'observation de la Terre à l'ère de la 4e révolution industrielle. Donc, il s'agira notamment de parler de mégadonnées d'observation de la Terre, où vous allez aborder notamment les données ouvertes provenant des satellites Landsat, MODIS et autres, donc, et d'autres sources telles que Google Earth Engine, suivi d'applications concernant notamment le suivi de la végétation. Donc, une biographie plus complète va être donnée par ma collègue, docteur Bécher, donc concernant professeur Bouroubi. Donc, bienvenue à vous encore une fois, professeur Abid. Merci beaucoup, Madame Blidia. Merci, Madame la Présidente, et bienvenue à tous. Je remercie à mon tour tous les intervenants qui ont participé à ces jours scientifiques, et en particulier M. Bouroubi. C'est l'Algérien qui a donné beaucoup à la science durant 25 ans. Donc, bien sûr, c'est sa deuxième intervention. La première intervention a été le samedi passé sur l'observation de la Terre. Donc, il a exposé beaucoup d'applications, surtout dans le domaine du traitement du signal, par application de l'intelligence artificielle, surtout des réseaux neuronaux conventionnels. Aujourd'hui, c'est sa deuxième intervention qui concerne bien sûr l'enrichissement de bases de données à partir de données disponibles sur GPE. Donc, pour les gens qui n'ont pas assisté samedi passé, je fais une deuxième introduction de cet Algérien. M. Bouroubi, c'est un professeur dans le département géographique appliqué à l'université Sherbrooke. Donc, il travaille dans le domaine de télédétection, les sciences du domaine géospatial et intelligence artificielle. Donc, il est titulaire dans le même domaine, donc, à l'université de Montréal. Il a le grade d'un master obtenu dans l'université de Nouvelle-Zélande et un grade d'ingénieur à l'École nationale polytechnique à Alger. Donc, il a, on a dit, il a 25 ans d'expérience dans le même domaine, bien sûr. Et donc, il s'agit dans plusieurs organisations, donc de recherche industrielle et publique. Donc, voilà, donc, ces travaux, surtout en particulier en dix années, appliqués pour l'observation de l'imagerie, pour l'imagerie de l'observation de la Terre. Merci beaucoup, professeur Michel. Merci beaucoup, professeur Blidia. Comme disait Madame Blidia, en 2002, elle m'avait engagé ici dans le département d'informatique pour un TD sur l'algorithmique qui m'a servi énormément quand je suis allé faire mon doc à l'Université de Montréal. Entre salam alaikum, par exemple, je ne vous ai pas salué, salam alaikum tout le monde. Donc, c'est ça, j'ai un immense honneur, un immense plaisir d'être là parmi vous. Je suis 100% algérien. Je suis 100% algérien parce que
رحت Canada à l'âge de 32 ans, donc déjà, cher. Donc, c'est ça, donc je suis algérien à 100%, mais je suis, par rapport, par exemple, à mes enfants qui sont nés là-bas et du Lahna, c'est pas la même mentalité du tout. C'est ça. Donc, c'est ça, merci de votre présence. J'espère que même ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui. Et le message le plus important que je veux passer, c'est que tout ce qu'on fait ici, vous pouvez le refaire exactement et de meilleure façon que nous. Une des raisons, c'est surtout des informaticiens, des électroniciens, donc des gens qui sont très performants en termes de développement algorithmique. Donc, ils peuvent aller beaucoup plus loin par rapport à ce que nous, on fait avec nos étudiants en géomatique, nos étudiants en géographie, des trollos, sinus, cosinus, je crois que c'est quoi sinus, cosinus. Donc, pour dire que vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin que ce que je vais montrer aujourd'hui en termes de projets réalisés ou là, en termes de technologies qu'on utilise dans ces projets. Donc, je vais faire un rappel très rapide sur ce qui concerne le tutoriel, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Ça concerne l'utilisation de la plateforme Google Earth Engine pour récupérer des données, pour rajouter, je ne sais pas, des variables à une base de données, par exemple, sur les feux de forêt, pour calculer les risques, ça peut être pour des applications en agriculture. On peut imaginer toutes sortes d'applications où ajouter des indices de végétation multitemporels ou des indices spectraux, de manière générale, multitemporels, vont vous permettre de développer des modèles prédictifs, etc. Donc, là, ce qu'on dit, c'est que notre rôle, c'est l'aide à la décision. On n'est pas des décideurs, on n'est pas des responsables de, je ne sais pas, de la ville de Montréal ou là. Mais on fournit des informations qui améliorent la décision, les décideurs. C'est ça la tâche d'un géomaticien ou d'un spécialiste en télédétection. Donc, il produit une information qui sert d'aide à la décision. Donc, on revient un peu sur ce qu'on disait la dernière fois. Big Data, il y a énormément, on est dans un contexte d'abondance de données grâce à l'abondance des satellites, notamment les satellites nationaux, donc les gouvernements, qui donnent des données gratuites à tout le monde. Donc, j'avais présenté la dernière fois, soit pour les télécharger, soit ce qu'on va voir après pour accéder à travers Google Earth Engine, où il y a d'autres plateformes, Amazon que je n'ai pas utilisé, la plateforme de Microsoft aussi, elle est intéressante. Bon, moi, je ne l'ai pas utilisée. Donc, je vais me limiter à parler de Google Earth Engine. Mais c'est ça, les sources de données gratuites sont nombreuses. Les sources de données commerciales aussi, elles existent et je les ai mis ici juste pour voir qu'est-ce que vous pouvez trouver comme image. Par exemple, un projet sur, je ne sais pas, un secteur en Algérie quelque part et vous voulez voir qu'est-ce qui existe comme données très haute résolution, 30 cm. Donc, vous pouvez aller dans ces sites-là, un de ces sites-là, et voir. Donc, si vous trouvez des données intéressantes, peut-être que vous pouvez les faire acheter par, je ne sais pas, l'université ou par l'organisme qui peut s'intéresser à des applications avec les données très haute résolution, donc 30 cm, où on peut voir les voitures, etc. Déjà, j'en ai parlé la dernière fois, les images planètes. Donc, en principe, en tout cas pour nous, ils ont des quotas gratuits de ces images-là. L'avantage, c'est que c'est du multitemporel, c'est une revisite quotidienne. Tous les jours, vous avez des images. Donc, si jamais vous avez besoin de ces images et à travers l'université de Blida, vous n'avez pas accès, ou votre université, vous n'avez pas accès, vous pouvez me contacter. Je vais essayer de voir ce que je peux faire parce qu'on a 10 000 km². Donc, on peut quand même placer quelques centaines de kilomètres carrés pour rendre service pour vos projets. Donc, n'oubliez pas, Planète, si jamais vous avez, essayez quand même de voir si vous avez accès à des images gratuites. C'est les chercheurs, donc c'est vos professeurs qui ont cette possibilité-là. Si ce n'est pas le cas, contactez-moi et c'est ça. Je vais réserver une partie des données auxquelles j'ai accès pour vous, par exemple. Donc ça, j'en ai parlé la dernière fois. J'ai parlé aussi la dernière fois des projets qu'on a réalisés et pour lesquels on a des dizaines, voire des centaines d'images qu'on a dû utiliser. C'est parce qu'on avait l'opportunité de le faire, puisqu'il y a les images, on se dit, allez, je m'installe. Et
utiliser des images qui marquent de télécharger manuellement, ça prend énormément de temps, ça prend énormément de ressources informatiques. 50 Google Earth Engine nous permet de faire les choses de manière beaucoup plus efficace. Sauf des cas vraiment exceptionnels où vous avez besoin d'algorithmes, je ne sais pas, là, d'interférométrie ou de polarimétrie ou polysar, etc., qui n'existent pas encore sur Google Earth. Peut-être que vous aurez besoin de télécharger des images et de travailler avec. Donc, bref, j'ai montré des exemples de projets la dernière fois avec TerraSARIX, avec RadarSat, avec Sentinel-1 et évidemment, il y a Sentinel-1 qui est un radar gratuit et que vous pouvez exploiter avec les outils gratuits Sentinel Toolbox. Mais il y a des gens qui développent par eux-mêmes leurs algorithmes parce que c'est des informaticiens ou des électroniciens et qui n'ont pas besoin, par exemple, d'utiliser des outils. Ils programment facilement des choses et voilà, ça peut être encore plus intéressant. Bref, donc, je passe très rapidement là, sur les exemples que j'ai montrés la dernière fois. Vous pouvez regarder, bien sûr, quand vous aurez le PDF. Si juste pour vous montrer que un projet qui m'a de télédétection, etc., il peut réaliser des projets beaucoup plus facilement et sans ressources informatiques spécifiques. Il y a un ordinateur super puissant, où il a des capacités de stockage très élevées, etc. On connaît tous les limites. Même maintenant, évidemment, on a des limites en termes de capacité informatique. Donc, on ne peut pas. Si on trouve le moyen d'éviter d'acheter des gros ordinateurs, tout simplement, on va utiliser l'info nuagique gratuite, donc Google Earth Engine, par exemple. Donc ça, j'en ai parlé la dernière fois. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans le tutoriel, c'est l'exemple de enrichissement de bases de données de feux de forêt. Donc, on a simplement une base de données avec les feux de forêt, coordonnées, date de départ, date de fin, la superficie brûlée, etc., des milliers, je pense, de points sur plusieurs années. Et on a récupéré les images satellites qui correspondent à ces réaliser ce projet-là. Mégadonnées, c'est ça, le cas de Google Earth Engine. Donc ici, j'ai mis quelques liens, quelques tutoriaux qui expliquent. Donc probablement, certains d'entre vous connaissent ça beaucoup mieux que moi. D'autres peut-être qui découvrent ça pour la première fois. Donc je préfère aller à partir de zéro avec la base et vous montrer comment vous enregistrer. Donc il faut avoir un compte Gmail évidemment. Donc si vous n'avez pas de compte Gmail, c'est gratuit. Vous créez un compte Gmail sur Google. Ensuite,
sauf si vous connaissez très bien la plateforme, c'est notre histoire. Sinon, si vous la découvrez pour la première fois, mais ici, et vous allez voir des choses intéressantes. C'est des agents. Je travaille avec les météos et vous avez une acquisition de 15 minutes et ça sert à toutes les applications basse résolution mais haute fréquence temporelle, par exemple la surveillance des températures des eaux. Au niveau de terre, on peut aussi on peut avec Modis suivre la végétation, l'évolution de la végétation, parce que c'est une image à chaque jour. Ben, il y a en fait deux images, une image de nuit, une image de jour. L'image de nuit, ça sert à quoi? Ben, ça sert à net pour la végétation avec ces satellites-là, avec une résolution de 250 mètres. C'est quand même super intéressant. D'accord. Donc, en fonction des applications que vous allez développer, les types d'images, parce que là, on pense toujours à la très haute résolution. 10 mètres, Sentinel-2, c'est les meilleures bandes spectrales et en station ou RF1, vous pouvez là, bon, donc, soit JavaScript, soit Python. Donc, on peut utiliser parce qu'en principe, ben, pour programmer, ça nous prend un langage, ça nous prend, je ne sais pas, MATLAB. C'est ça mon réflexe, installe MATLAB. Après, je fais tout ce que je veux avec ça. Mais actuellement, il y a des outils de développement, des interfaces web pour le développement de programmes. C'est parfait pour faire des prototypes, pour commencer à faire des choses. C'est parfait pour l'enseignement aussi, donc Jupyter Notebook avec Google Colab. Et si vous avez besoin de plus, ben, il faut utiliser aussi des éditeurs de code comme PyCharm ou autres. Donc ça, les informations, vous êtes plus avancés que nous, les géomaticiens, dans ce domaine-là. Donc vous savez peut-être mieux que moi de ce que je suis en train de mentionner ici. Donc ça ressemble à ça, un Jupyter Notebook. Donc vous avez des cases, des éléments. Vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter des cases comme ça que vous allez exécuter de proche en proche. Et qui a déjà utilisé des Jupyter Notebook? En tout cas, je vous recommande fortement de tester ces outils. Beaucoup d'espace. Le temps de traitement est très rapide. Pourquoi? Pourquoi le temps de traitement est très rapide? Parce que les données sont sur leur serveur. Le traitement se fait sur leur serveur. Vous recevez juste les résultats. Donc, vous n'avez même pas besoin d'une connexion à Internet extraordinaire parce que vous téléchargez rien. Tout se fait au niveau des serveurs de Google. D'accord? Donc, vous envoyez des requêtes et vous recevez des résultats.
c'est effectivement très rapide. Donc, vous pouvez lire en détail là, ce qu'il y a ici. Je vais passer rapidement pour ne pas perdre du temps pour arriver à l'exercice. Mais c'est ça, je vous recommande de regarder en détail là, ce qu'il y a dans ce document-là. J'ai mis ici des rappels de base sur Python, notamment l'utilisation de Python pour accéder aux données d'observation de la Terre. Donc, c'est des scripts ici qui sont développés par différents développeurs. Oui, il n'est pas. Ah oui, pardon. Il est partagé, non? Samahni. Ah, d'accord. Samahni. Donc, je reviens là. C'est ça. Pardon, donc, il y a ça. Donc, c'est ça. Donc, ici, il y a des exemples de scripts. Honnêtement, c'est fourni par mon collègue Michael Germain. Donc, c'est lui qui enseigne le cours là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, informatique, de la géomatique, un truc comme ça. Bref, donc, c'est lui qui a identifié les exemples parce que si vous cherchez, si vous googlez, je ne sais pas, programmation Python, apprendre à programmer en Python, vous allez avoir des centaines, avec des milliers de liens. Lequel qui est le plus efficace? Par qui commencer? Par quoi commencer? Pour, par exemple, faire de l'affichage d'imagerie satellitaire, pour accéder à des images satellitaires. Donc, c'est bien si quelqu'un qui a déjà de l'expérience, s'il vous identifie un lien, une place où vous avez des ressources de formation efficaces, ça vous fait gagner du temps. D'accord? Mais vous pouvez toujours y aller par vous-même, googler les choses. Là, puis, l'avantage pour vous, par rapport, par exemple, quand j'ai commencé mon PFE donc d'ingénieur en 94, il a fallu chercher toutes les bibliothèques autour d'Alger, tel PTT, tel Sonelgaz, etc., pour trouver des informations sur la connexion RS-232, par exemple, la connexion CRI. Bref, pour dire que vous avez la chance d'avoir tout à portée de vos doigts. D'accord? Donc, profitez de ça et formez-vous. Vous pouvez faire de l'auto-formation et votre niveau d'employabilité sera plus meilleur si vous connaissez plus de techniques, vous aurez plus d'expérience. Donc, utilisez la cartographie, les données d'observation de la Terre pour la cartographie avec des scripts Python, etc. Vous avez un autre lien ici. Et voilà, donc ici, vous avez des exemples de code JavaScript pour intégrer des images à partir de 91, là, juste accéder à des images. Donc, ça ressemble à peu près à ça, le code de JavaScript. Bref, donc vous pouvez essayer ce genre de code-là. Donc, on verra après où, essayer, mais où. Donc, on verra lorsqu'on va rentrer dans la plateforme Google Earth Engine qu'on peut tout simplement trouver des ressources comme ça et faire copier-coller dans la fenêtre de programmation ici, là, de Google Earth Engine, celle-là ici, et vous exécutez. Ensuite, si vous donne une erreur, vous allez essayer d'identifier, corriger, etc. C'est les joies de la programmation. Là. Un programme, les joies et les peines. Un programme qui n'a pas d'erreur, là, c'est louche. c'est que ça ne marche pas, là. C'est pas vrai. Ça ne peut pas marcher la première fois. Donc, vous avez ici, encore une fois, des liens pour, par exemple, l'affichage interactif sur Google Earth Engine, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans ces exemples-là, mais je vous laisse les faire. Je vous demande vraiment de prendre le temps de regarder ces exemples-là parce qu'ils ont été identifiés par une personne qui connaît très, 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 très bien, qui a énormément d'expérience sur ces outils-là. C'est, comme je vous dis, mon collègue Michael Germain. Et voilà, donc je lui ai emprunté ces slides-là pour que vous ayez donc des ressources bien précises, bien identifiées. Gmap, c'est une librairie développée par lui, un Chinois, là, je ne sais pas comment ça lire ça, et c'est une librairie de cartographie à partir de données de Google Earth Engine qui est très, très utile. Donc, il l'a trouvé très utile et on vous recommande d'aller explorer, voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Les autres sujets, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de les aborder. D'ailleurs, j'allais dire, j'ai même pas d'expertise là-dessus. Internet des objets, le calcul périphérique, edge computing, c'est une petite, comment on appelle ça,
Raspberry Pi, un nano-ordinateur, c'est une clé USB. Elle coûtait dans les $13, $15, du catalogue jusqu'à $50. Et c'est un nano-ordinateur où on peut implémenter un algorithme, une architecture de réseau de neurones légère, entre guillemets, donc pas beaucoup de profondeur dans les couches, pas beaucoup de couches. Et on peut utiliser ça avec un drone, avec je ne sais pas, dans un équipement d'acquisition d'images. Bref, pour faire un traitement en périphérie, c'est-à-dire sur place, et transférer le résultat plutôt que de transférer des images de drone, par exemple. Donc, des images de drone, pardon. Pour les transférer, ça prend de la 5G, c'est extrêmement coûteux en termes de bande passante. Alors que si vous faites le traitement sur un équipement qui vous coûte une vingtaine de dollars, moins de 500 000 $, 5 000 dinars. Donc, bref, moins de 5 000 dinars, par exemple, c'est quand même, ça vaut la peine. Surtout, donc, les gens, les électroniciens, les informaticiens, ils débloquent ça très rapidement. Donc, les jumeaux numériques, ça aussi, c'est un domaine extrêmement intéressant et extrêmement accessible parce que tous les outils gratuits ouverts vous sont accessibles. Donc, les plateformes web, les plateformes numériques, si vous les combinez avec les images acquises en temps réel, vous allez faire un système, c'est-à-dire une plateforme temps réel qu'on appelle actuellement les digital twins ou les jumeaux numériques. C'est-à-dire vous avez le monde réel et son jumeau en virtuel, en numérique. C'est intéressant de faire des applications comme ça pour toutes sortes de besoins. Donc, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, n'importe quel ministère d'environnement ou de développement durable ou de l'agriculture qui aurait besoin de ce genre de plateforme, essayer d'avoir des projets avec eux dans le cadre de vos doctorats ou de maîtrise, etc. Essayer de trouver des besoins réels et de répondre, au lieu de faire l'effort juste pour le plaisir, pour la science, si en plus ça répond à un besoin, c'est encore plus intéressant. Donc, c'est ça, je ne parlerai pas d'autres projets pour dire que j'ai d'autres étudiants pour lesquels je n'ai pas eu le temps de prendre les résultats et de vous montrer, mais encore une fois, on fait beaucoup de choses et vous pouvez faire encore plus parce que tout est accessible là-bas. Et l'autre raison, c'est qu'encore une fois, vous vous débrouillez mieux parce que vous êtes des informaticiens et quand on reçoit quelqu'un de TI, c'est-à-dire d'informatique, comme étudiant, on est très content parce qu'il fait des choses que nos étudiants géographes, entre guillemets, ou géomatriciens, ils n'ont pas été formés pour programmer. Donc ça, c'est la parenthèse que je vais ramener à chaque fois. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est ça, donc j'ai fini la présentation avant-hier. La séance d'aujourd'hui concerne un exercice qui, je pense que je peux accéder comme ça, qui se trouve sur le site de notre centre de recherche, qui s'appelle le Centre de recherche en application, Centre des applications de recherche en télédétection, Cartel, je ne sais pas du tout, Cartel. Donc ici, lorsque vous rentrez dans le site, vous allez dans études, formation, distance. Oups, voilà. Non. C'est bizarre, ils ont changé. Oui, pardon. C'est pas affiché. Parce que c'est pas plein écran. Pardon. Non. Donc je fais quoi? Pardon, pas ici. Oups. Pardon. Je suis maladroit. Qu'est-ce que je fais? Arrêter? Arrêter, oui. Et je reviens. Pardon. Ah oui, pardon. Donc, partager. Plein écran, totalité de votre écran. D'accord. C'est très bien. Merci. Ça. Donc, pardon, relote. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement ici sur Google, Cartel Sherbrooke, puis c'est tout. Pardon, Cartel. Sinon, le lien, il est ici. Donc, recherche centre d'application. Je ne sais pas pourquoi il y a. Voilà. Donc, Cartel, conférence et formation. Donc, vous rentrez dans le site. J'ai juste googlé ça. Googlez Cartel Sherbrooke. D'accord. Googlez Cartel Sherbrooke et vous avez toutes les ressources que je veux vous montrer aujourd'hui.
Donc ici, ça c'est un programme, un financement qu'on a obtenu pour financer des stages pour nos étudiants dans les organismes professionnels, donc les entreprises privées, les centres de recherche des ministères, donc gouvernement, fédéral et provincial, donc 2 niveaux de gouvernement, d'autres universités, donc c'est possible d'avoir des stages dans des laboratoires d'autres universités, mais la majorité, le but principal de ce projet, c'est d'ajuster nos formations, de complémenter nos formations en fonction des besoins des employeurs, donc le monde pratique. On a fait un sondage. Quels sont les besoins de votre organisme dans toutes les compagnies qui travaillent dans le géospatial? Quels sont vos besoins? Et un des besoins qui était le plus important, c'était Google Earth Engine, c'est le big data et apprendre à utiliser Google Earth Engine. Donc, on a monté des formations, donc c'est là où il faut aller. Les Medimap, c'est des petites conférences qui se font une fois par mois. Donc, ça peut être intéressant de regarder, mais c'est vraiment pas là où je vais vous amener. C'est plutôt les formations DOTS, formations en ligne. Donc, parmi les formations Hadoma, là, c'est une formation très intéressante à voir aussi. Donc, formation sur l'apprentissage profond, l'observation de la Terre. Il y a un webinaire. Qu'est-ce qu'on fait les formations? Par thématique, par exemple, Deep Learning pour les images à très haute résolution. On fait d'abord un webinaire, 1 heure. La personne explique, fait une sorte d'introduction, un peu de théorie, etc. Et ensuite, on fait des ateliers. 1 atelier, 2 ateliers, 3 ateliers, ça dépend. Pratique. Donc, dans le lien pour les ateliers, vous allez télécharger les notebooks, vous allez télécharger les données et vous allez faire l'exercice. Ensuite, dès que vous êtes à l'aise avec l'application ADIC, dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer avec vos propres données. D'accord? Donc, si je ne sais pas, vous avez, mettons, dans votre projet, un volet télédétection ou algorithme de traitement d'image classique avec une classification orientée objet. C'est très bien. Mais si vous rajoutez une comparaison avec des architectures d'apprentissage machine, vous allez voir peut-être les avantages, peut-être les limites aussi. Ça nous est déjà arrivé de trouver qu'une classification orientée objet fonctionne beaucoup mieux qu'un algorithme d'apprentissage machine, de deep learning, parce que l'objet il était simple, mais il avait une signature spectrale particulière. Donc, c'était des plantes envahissantes. Pour dire, c'est intéressant des fois de comparer les différentes méthodes traditionnelles et qu'on appelle avancées ou modernes, je ne sais pas comment les appeler. Donc, bref, vous avez ici des exercices très intéressants à faire. Donc, partie 1, c'est généralement toujours un webinaire. Partie 2, utiliser un pipeline de traitement, donc une chaîne de traitement, avec des données réelles. Et là, on vous guide. Donc, il y a une vidéo de 3 heures. On vous dit, faites ci, faites ça, allez dans le lien ici. Là, téléchargez telle donnée. Il attend parce que c'est fait en temps réel. Donc, il attend que tous les étudiants ont fait ça. Ensuite, il dit, ouvrez le notebook, cliquez sur telle cellule, on fait ça. La cellule suivante, donc on télécharge les librairies. La suivante, on installe. La suivante, on définit l'architecture de réseau de neurones. La suivante, on télécharge les données, etc., etc. Donc, c'est très intéressant, si vous voulez vous former sur ces outils-là, d'aller Cartel Sherbrooke sur Google OHA, en bas, formation DOTS, et vous avez accès à toutes les ressources qui sont ici. Donc, suivre les formations déjà données. Formation développement de tableau de bord. Je n'ai absolument aucune expertise là-dessus. Donc, les plateformes numériques, les fameux jumeaux numériques que je mentionnais tout à l'heure, il y a une petite formation là-dessus. Donc, moi, c'est ça, je n'ai pas de compétences là-dessus. Donc, j'essaie même pas d'aller faire ces exercices-là parce que c'est ça, chacun son domaine d'expertise. Mais ça peut être, donc si vous vous intéressez à ça, les plateformes web, ça peut être très intéressant d'aller faire ces exercices-là aussi. L'autre exercice, donc il y a plusieurs parties. Partie 1, faites ci, partie 2, faites ça, etc. Et à la fin, vous développez une plateforme web. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous
Vous avez du temps, pas comme quelqu'un qui a, je ne sais pas, des responsabilités. Vos enseignants, ils n'ont pas peut-être le temps d'aller faire ces exercices-là là tout de suite. Peut-être que, pas que les vacances, peut-être qu'ils auront le temps, mais avec toutes les charges qu'ils ont, ils ne pourront pas faire des choses que vous allez faire et vous allez quasiment être plus compétent que nous. Où je voulais vous amener, c'est ici, la formation Google Earth Engine. Donc, ici, c'est sûr que vous pouvez regarder la première vidéo. Donc, c'est Améroche qui a monté cette formation-là. C'était mon postdoc. Et puis, actuellement, il travaille il a été engagé à Ressources naturelles Canada, Ressources naturelles, oui, pas environnement, chez un autre Algérien. Donc, un autre Algérien, chef de laboratoire qui s'appelle, je ne me rappelle plus, Mouloud, c'est ça. Bref, pour dire, Blake, c'est quand même les gens qui vont là-bas, les Algériens, ils sont sérieux, ils vont se retrouver, ils finir par se retrouver. Là, donc, où je veux vous amener aujourd'hui, c'est l'atelier pratique sur Google Earth Engine. Donc, on peut essayer de voir le début à la vidéo, à quoi ça va ressembler. Et je vous recommande après donc, Améroche, on se connecte, atelier sur Google Earth Engine. Et donc, vous allez voir, là, il va expliquer comment rentrer dans l'application, comment faire ci, comment faire ça, etc., etc. Et l'autre façon, là, si vous êtes à l'aise, par exemple, donc si vous voulez voir tous les détails, toutes les étapes, suivez la vidéo. D'accord, vous pouvez suivre la vidéo. Sinon, on a aussi un matériel ici, accessible. Donc, cliquez ici, je pense. Donc, il y a un document Word. Attends, on va cliquer ici, on va voir. Où est-ce que ça va nous amener? Voilà, donc vous avez ici du matériel. Atelier 1, workshop 1, atelier 2, etc. C'est celui du 18 novembre. Donc, c'est celui-là. Parce que là, c'est égal les ateliers. D'accord, donc c'est peut-être mal identifié. C'est ici qu'on a le matériel pour cet exercice-là, donc le 18 novembre. Donc, vous avez l'énoncé, comment ils appellent ça, l'énoncé, et vous avez les données ici. Donc, c'est l'énoncé qui explique l'exercice à 100%. Donc, on a dans l'énoncé. D'accord, donc il suffit de lire tout simplement. Il suffit de lire Naya pour faire l'atelier, la formation Tata. La documentation se trouve dans le lien suivant. Donc, vous cliquez ici. Donc, vous allez vous retrouver facilement. Donc, il dit, allez dans atelier 1. Ben, là, je n'ai même pas lu ici. Donc, je suis allé par mémoire. Et allez dans le dossier ADA, télécharger TP1, GEE.doc, etc. Et vous avez les fichiers Shapefile, la zone d'étude. Donc, on a besoin d'une zone d'étude pour se situer sur Google Earth. Et vous téléchargez la zone d'étude. Donc, si vous faites l'exercice, évidemment, vous pouvez adapter la même chose à vos applications, à votre zone d'étude. Donc, là, on a l'énoncé qui explique, voilà, l'objectif de cet atelier. On a une base de données de feux de forêt. On veut modéliser les risques. Donc, on va chercher toute l'information géospatiale, l'information météo. Mais là, les données météo. Vous avez besoin d'une période, par exemple, voir les risques de feux de forêt n'importe où, je ne sais pas, au nord de l'Algérie ou n'importe où. Et vous avez besoin de données météo. Sur Google Earth Engine, vous avez des données. C'est peut-être des estimations. Elles ne sont peut-être pas précises, elles ne sont peut-être pas comme celles de l'Office national de météo, mais ça reste des données quand même intéressantes, des données valables et qui sont accessibles moyennant un clic. D'accord? Donc, vous tapez météo, il vous affiche qu'est-ce que vous avez comme météo sur votre site d'études que vous avez intégré. Cliquez, ça devient une variable sur votre code. D'accord? Donc, donc là, on vous explique le déroulement de l'atelier et on vous guide vers, par exemple, entrer dans Google Earth, mettons. Donc, vous cliquez ici et si vous avez un compte, il vous amène à votre compte. Si vous n'avez pas de compte, il va vous demander de vous enregistrer, de créer un compte. Donc, tout à l'heure, je pense que j'ai ouvert Google Earth.
Ouais, je pense que je l'ai ouvert, ça. Non, ça c'est autre chose. Bah, sinon, voilà, donc je l'ai ouvert ici. Non, pardon. Sinon, on aura le lien, c'est tout. Pardon. Colloque. Voilà, donc là, le fichier. Donc, si vous suivez les instructions, il vous guide vers ce fichier-là. C'est-à-dire, je préfère l'ouvrir ici sur mon... Et vous rentrez dans... Voilà, vous avez des case studies, donc des exemples, des études de cas. Vous avez de la documentation dans le fichier et vous avez une petite description de la plateforme. Et même dans la vidéo, il explique très bien la plateforme. Et tout simplement, je pense que c'était ça le lien. Là, je dois juste me connecter à mon compte Google Earth Engine, c'est tout. Donc, New Script, Google Earth Engine, là, j'espère qu'il est en train de l'ouvrir. Voilà. Je crois que je l'avais ouvert tout à l'heure. Ah non. J'avais aussi un lien. Parce que ça aussi, c'est un accès. Voilà. Donc, je peux arrêter là d'ailleurs. Donc, quand vous rentrez dans votre Google Earth Engine, si vous avez des programmes déjà existants, ben, il va vous les afficher si vous avez déjà des dossiers. Sinon, vous faites New, Repository, donc un nouveau dossier à l'intérieur des New File. Et ben, File, ça veut dire un fichier de programme. Et vous avez ici la fenêtre où vous allez rajouter les variables. Donc, je vais chercher les datasets ici. Là. Mettons, je tape ici Landsat, mettons. Là. Et là, je pense qu'il faut commencer par charger voilà. Donc, définir votre zone d'étude. D'accord? On va mettre Blida, on va voir si on va trouver ça. Donc, Blida Algérie. Et ensuite, vous cherchez dans les assets les données qui sont disponibles pour, par exemple, Blida, votre site d'étude, et vous allez les rentrer comme variables. Je vais, pour éviter de perdre du temps, je vais ouvrir ça. Donc, aide l'exercice, c'est ça, les variables sont ici. Donc, les variables, vous les recherchez ici, faites une recherche ici, des variables, et dès que vous trouvez une donnée, il la définit comme variable, et c'est là où vous avez les traitements. Les chaînes de traitement, c'est ici que vous allez les implémenter. Donc là, cet exercice-là, il va donc définir les variables, il va les importer et il va les localiser dans une base de données ici, un shapefile. Vous connaissez tous, j'imagine, les shapefiles, les formats S3. Donc, vous tracez votre zone d'étude, par exemple, avec QGIS. Est-ce que vous connaissez QGIS? C'est vraiment le logiciel à installer et à apprendre de SIG, le logiciel de système d'information géographique, gratuit. Il y a beaucoup d'extensions, donc des toolbox en quelque sorte, de traitement d'images, de différents traitements d'analyse spatiale et tout, que vous pouvez installer. Mais bref, QGIS, pour moi, là, c'est indispensable d'apprendre, ne serait-ce que à le manipuler un petit peu. Donc, votre zone d'étude, vous allez pouvoir l'importer. Vous avez tous les détails là dans le TP ici, dans le document. Donc, je ne vais pas aller trop en détail. Donc, vous avez tous les détails ici, comment faire. Et vous avez la vidéo pour vous guider. Donc, vous importez dans Asset ici vos sites d'études. Vos sites d'études. Et ensuite, donc, ici, vous avez la liste de toutes les librairies, toutes les fonctions
qui sont disponibles. Donc, les EE, c'est tout simplement les algorithmes qui sont dans Earth Engine, dans Google Earth Engine. Et on peut voir ici, par exemple, l'importation d'ici Boundary Collect. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné une erreur ici. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'attarder là sur ces petits problèmes-là. C'est Boundary, j'importe lui, donc s'il est là, je l'importe, il donne une variable. Bref. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais c'est ça, c'est sûr qu'il va me donner une erreur ici. En fonction de l'erreur, c'est tout à fait au début. ABTB boundary not found. Et pourtant, il est là. Parce que des fois, c'est juste le nom du fichier qui est différent par rapport à exécuter. D'accord, même si on peut trouver la variable, si elle n'est pas utilisée, il a exécuté. L'exercice ici consiste à chercher une image avant la date de l'incendie, une image après la date de l'incendie et d'afficher les indices de végétation, par exemple, avant-après. D'accord? Donc, vous avez toutes les fonctions ici ou les routines pour télécharger les images, calculer, rechercher d'abord les images avec les requêtes. Vous mettez la date avant l'incendie, la date après l'incendie. Vous avez ces informations-là dans la base de données, par exemple. Et ensuite, on fait les calculs d'indice de végétation et pour les deux dates, et on fait la différence, etc. Et ici, on a toutes les couches qui sont affichées, donc qui sont calculées, un DVI de différence. Donc ici, c'est juste, faut juste zoomer sur la zone d'étude, la petite zone d'étude, et on peut afficher ou cacher les couches d'informations qu'on a besoin, qu'on n'a pas besoin, etc. Donc, ça, vous savez comment ça fonctionne avec les SIG. Quand vous importez plusieurs couches, vous pouvez afficher l'une ou l'autre, les différentes couches. Donc, bref, je n'irai pas dans ces détails-là. L'essentiel, c'est que vous avez toutes les informations dans les différents tutoriaux ici. Je vais y aller, je vais essayer de retrouver là où j'étais. Voilà. Pour le premier exercice, donc, c'est juste importer, visualiser les données et faire des calculs d'indice de végétation et de différence d'indice de végétation. Le deuxième exercice, très intéressant aussi, donc durée de la vidéo, elle dure 2 heures. Vous faites une classification, d'accord, une classification d'images sur Google Earth avec les algorithmes disponibles dans Google Earth et les données disponibles dans Google Earth. Donc, vous n'avez même pas besoin de télécharger quoi que ce soit, vous n'avez même pas besoin de logiciel de classification. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez pour faire des classifications d'images. Est-ce que QGIS, c'est ça, QGIS, RDAS, je ne sais pas, qu'est-ce que généralement nous on utilisait à l'époque des cracks. Donc, qu'est-ce qui est disponible? RDAS, puis l'autre, comment ça s'appelle? Envy. Je ne sais pas si vous avez accès à Envy, mais c'est ça. Parce que c'est pour tout ce qui est signature spectrale, décomposition, pas décomposition, mais démixage spectral, il est extraordinaire là, pour la recherche de minéraux, etc. Il est complet, c'est le meilleur. Donc, bref, si vous avez accès à ces logiciels-là, c'est bien. Mais sinon, il y a plein de librairies, comme je montrais tantôt, là, tout à l'heure, ici, qui est en classificateur. Vous avez tous ces classificateurs-là, SVM, Decision, il y a tout ce qu'on a besoin. C'est sûr qu'ils vont les actualiser au fur et à mesure. Vous n'allez peut-être pas trouver les dernières architectures de réseau de neurones, de classification, etc. Mais il y a de quoi travailler très à l'aise là-dedans. Donc, l'autre exercice, c'est la base de données des feux. Donc, importer, donc l'atelier 3, c'est d'importer les données des images satellitaires dans cette base de données de feu
et de faire une modélisation avec un réseau de neurones, un DCNN, donc un convolutif, mais à une dimension, donc qui ne traite pas les images, mais plutôt les données tabulaires, donc les données vectorielles. Donc, vous avez des scripts en Python, en JavaScript, pas la modélisation, ça se fait en Python. Et donc, vous pouvez refaire ces exercices-là, les mêmes exercices qui sont ici, pour découvrir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos besoins, vos projets, etc., à partir de ce que vous allez apprendre ici. Donc, et c'est ça, pour moi, c'est une première fenêtre vers l'utilisation, un premier pas vers l'utilisation de Google Earth Engine pour découvrir un peu comment manipuler les images, comment donc faire, par exemple, une classification, aller un peu plus loin, et comment faire une modélisation à partir de données ponctuelles extraites sur les images. D'accord? Donc, je vous recommande fortement de faire ces exercices-là. Hier, j'avais parlé d'un autre exercice là, que j'aimerais vous montrer un autre aspect de l'exploitation des images très haute résolution par réseau de neurones. Donc, on n'est pas dans le big data, on est plutôt dans ce qu'on appelait l'intelligence artificielle hier. Et il y a ici un petit notebook que je peux vous partager, que je pourrais vous envoyer. Il n'est pas disponible là sur le lien du cartel. Par contre, c'est ça. Il y a quelque chose d'un peu similaire. Un peu similaire ici. Je vous ai parlé ici. L'apprentissage profond, là, la première formation sur l'apprentissage profond. Ça ressemble beaucoup à ce que je vais vous montrer maintenant. Un de mes étudiants, c'est son travail de maîtrise. Donc, on ouvre ça. Comment ouvrir un Jupyter Notebook. Vous juste copiez le notebook dans votre Google Drive et vous faites ouvrir avec Google Collaboratory. Tout simplement. Il vous donne ça et vous avez le notebook là, qui ressemble à des cellules de code que vous allez exécuter au fur et à mesure. Et aussi, vous pouvez rajouter du texte, des commentaires, etc. Donc, on va attendre qu'il s'ouvre. Donc, un notebook, ça ressemble à... Ça, c'est un exercice. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, une des étudiantes, là, moi, je profite de l'expertise pratique de mes étudiants qui sont, c'est-à-dire, ils passent des mois et des mois sur une technique. Moi, je ne peux pas monter un TP aussi efficacement que lui. Je n'ai pas le temps de faire ça. Fait que je donne des contrats à mes étudiants pour monter des TP comme ça pour mes cours de traitement d'image ou d'autres types de cours. Puis tous les profs font ça. Et ça, c'est un exemple de travail pratique monté par un de mes étudiants sur la détection d'objets avec, c'est quelle architecture déjà? Faster RCNN, c'est ça, donc un réseau de neurones. Donc, ça ressemble à ça. On commence à instancier une machine virtuelle. La machine virtuelle, donc là, je ne travaille pas sur mon ordinateur, je travaille sur une machine virtuelle fournie par Google. Donc là, il est en train de se connecter d'abord, évidemment. Il va se connecter à une machine virtuelle. La dernière fois, ça avait marché, c'est sa initialisation. Donc là, je peux voir là qu'est-ce que j'ai comme ressources. Donc, il m'a affecté une RAM, un disque dur, etc. Il m'a affecté un GPU. Donc, puis un GPU, ça prend ça. La dernière fois, je n'ai pas parlé pourquoi on utilise un GPU pour faire de l'apprentissage profond. Donc, imaginez un réseau de neurones profond, il y a combien de milliers de paramètres qu'il faut ajuster de manière itérative, quasiment par tâtonnement. D'accord? Donc, on calcule l'erreur, on regarde la pente, c'est-à-dire de l'erreur, comment on appelle ça? Le gradient de l'erreur. Donc, si l'erreur augmente, ça veut dire qu'il faut revenir, il faut faire marche arrière dans l'incrémentation, tu as le poids, tu as les différentes connexions des réseaux de neurones. Si l'erreur continue à descendre, on continue à augmenter la valeur. Donc, tout ça, imaginez des milliers d'opérations à faire, mais des opérations simples. Ben, la carte graphique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère avec des opérations simples des milliers de pixels. Donc, si on arrive à gérer le tâtonnement là, sur les poids des connexions des réseaux de neurones avec le GPU, ben, ça va faire gagner énormément de temps au processus d'entraînement des réseaux de neurones. Et c'est ce qui se fait actuellement dans les réseaux de neurones, en tout cas l'apprentissage profond.
Si vous n'avez pas de GPU, entraîner un réseau, là, ça peut vous prendre des heures et des heures et des heures, alors qu'avec un GPU, ça peut être quelques minutes. Donc, vous pouvez gagner un facteur de 100, 200, 300, etc. en termes de temps de calcul. Donc là, j'ai demandé une machine, je l'ai. Oui, là, je dois télécharger mes données, annoter. Pour entraîner un réseau, il faut d'abord des images, d'accord, il faut des images, et il faut des annotations, c'est-à-dire identifier les objets sur l'image pour que le réseau s'entraîne sur une base de données qui met une classification. Vous faites quoi? Vous prenez des sites d'études, des sites d'entraînement dans une classification. Et là, c'est exactement la même chose. Donc là, les images et les sites d'entraînement, les annotations, ont été réalisés à la main et ont été stockés dans le Google Drive de mon étudiant. Je lui demande de garder ça ici. Mais si vous avez vos données, vous les copiez dans votre Google Drive, vous trouvez le lien et vous mettez ici à la place de ce qu'il y a ici, là, le lien vers vos données annotées. Donc, c'est la seule chose qui doit être faite si vous voulez adapter ce script-là à vos données. Tout ce que vous avez à faire, c'est reprendre ici vos images, les annotations, le format des annotations qui dépendent du réseau de neurones que vous allez utiliser. C'est Faster RCNN, donc vous avez un fichier texte avec les coordonnées de la boîte, etc. et l'étiquette. Donc si c'est une voiture, ça peut être un avion 2, le reste c'est 0, le background c'est 0. C'est ça qu'on a ici. Donc là, il est en train de télécharger. C'est là où vous avez la seule place où vous avez besoin d'une connexion Internet rapide, mais là, ça a super bien fonctionné. Il a très rapidement téléchargé ça. Là, on télécharge les images. Télécharger ça dans où? Pas dans mon ordinateur, dans la machine virtuelle de Google. Donc, il a téléchargé les images de où à où? De Drive, du Google Drive de mon étudiant, vers la machine virtuelle de Google. Donc, de Google à Google. C'est pour ça que c'est instantané. C'est des gigs de données. Des gigs de données, je ne les ai pas téléchargés sur mon laptop. D'accord? Donc, c'est de Google à Google, c'est instantané quasiment. Donc là, je suis en train de les décompresser. Où? Ce n'est pas sur ma machine que je les décompresse. D'accord? C'est dans le disque, ici, là, qui m'a été alloué gratuitement Google. D'accord? Et vous pouvez travailler comme ça sans avoir besoin de grande capacité de calcul. C'est ça l'avantage. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez reprendre tous les projets qu'on a fait, vous pouvez les faire vous-même parce que tout est accessible, tout est open source, tout est gratuit. D'accord? Donc, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette gratuité-là que les algorithmes ont évolué rapidement. Donc, tout le monde a intérêt à partager ses codes pour que cette nouvelle science avance plus rapidement. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes nombreux par rapport à nous. On n'a pas beaucoup d'étudiants gradués. On est obligé de les importer. On est obligé de les recruter un peu partout, en Inde, en Iran, en Afrique, un peu partout. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des étudiants algériens, par mettons, je l'ai engagé comme postdoc. J'ai eu des stagiaires, mais ce n'est pas des étudiants vraiment maîtrise doc là, qui restent là 2 ans ou 4 ans ou 5 ans. Donc, bref, ça se peut que ce soit de l'occasion, ça se peut que ce soit le début d'une collaboration avec les universités algériennes. Donc, ensuite, vous avez l'explication de qu'est-ce qu'il fait, importer les images. Donc, ça ressemble à ça, tout simplement. Ça, c'est juste l'affichage des images. D'accord? Donc, vous pouvez regarder les détails du script. Là, il y a des commentaires. Vous pouvez les regarder à tête reposée. Je n'irai pas dans les détails. Donc, vous avez les images avec les annotations. Ça, il n'y a pas d'algorithme là-dedans. Là, c'est juste les données que mon étudiant a fait. Donc, les images, il trace à la main. Ça peut prendre un mois, mais c'est un mal nécessaire. Là, c'est un effort vraiment nécessaire. Donc là, je pense que c'est déjà fait ici. Non, donc là, ensuite, on importe les librairies d'affichage et juste de quelques opérations là, de manipulation des sous-images, etc. Donc ça, c'est ce qui a été annoté par l'étudiant. Ensuite, on va définir les datasets, donc séparer le dataset, l'ensemble de données, en une partie de l'entraînement, une partie validation, une partie test. Donc le test, l'algorithme n'a jamais vu les données de test. Donc
l'entraînement et il regarde est-ce qu'on a les bons hyperparamètres parce que c'est pas juste des paramètres comme un algorithme classique. Là, il n'y a pas juste des paramètres, il y a aussi la façon. Vous avez plusieurs classifications, plusieurs méthodes de classification et vous essayez une par une et vous avez un ensemble pour la validation. D'accord. Lorsque vous trouvez la bonne méthode de classification, vous l'appliquez et vous faites la validation avec un ensemble de tests que l'algorithme n'a jamais vu. D'accord. C'est un peu comparable, si on veut. Donc, ensuite, on va randomiser afficher les annotations, pardon. On va afficher les annotations. Ah, ça ressemble à ça, les annotations. Les fichiers d'annotation, comme je vous avais dit tantôt, vous avez le nom de l'image, TIFF, et vous avez la coordonnée du carré ou du rectangle. Pixel 63 jusqu'à pixel colonne 36, ligne 63, colonne, ligne, colonne. Et vous avez la classe ici. 2, c'est, je pense, c'est avion, 1, c'est voiture, etc. Donc, ça, c'est juste un affichage des annotations, du fichier d'annotation, comment il est fait. Il suffit de le connaître ou mettre là, vous générez un fichier comme ça. Ensuite, on importe les images pour voir les annotations. Donc, ça, c'est juste un zoom, simplement. C'est juste un zoom sur les annotations. Ensuite, je vais juste m'arrêter lorsqu'on définit l'architecture de réseau de neurones. Donc là, on importe Torch, la librairie qui contient les différentes architectures de réseau de neurones. Et quelques librairies complémentaires. Torch Vision, c'est important. C'est là aussi on a. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, la nouvelle, entre guillemets, télédétection est beaucoup basée sur la vision, d'accord, sur les méthodes de vision. Pourquoi? Parce qu'on a des images très haute résolution qui ont des détails qui ne peuvent pas être exploités par les algorithmes classiques basés sur la signature spectrale. On profite de ce qu'on fait, les gens là de traitement d'image. Donc, est-ce que j'ai lancé ça? Donc, ça, c'est juste pour définir le réseau. Et donc, vous pouvez regarder, je vais m'arrêter parce qu'on devait s'arrêter à 10 heures, c'est ça, je ne veux pas déborder. L'essentiel pour moi, c'est de vous montrer où aller chercher l'information. Donc, vous avez ici les tutoriaux, vous avez l'explication des données, des scripts comme ça, commentés avec des commentaires. Et vous avez une chaîne de traitement complète. Donc, sur Google, Cartel, Sherbrooke. C'est tout ce que vous avez à googler. Ensuite, vous allez ici, formation, DOTS, pas ici, là. Voilà, parce que là, on est déjà rentré dans DOTS. Mais quand vous faites Sherbrooke, Cartel, il vous amène ici. D'accord? Une fois ici, vous allez dans DOTS et à l'intérieur de DOTS, vous avez le lien dans le PDF là, que je vais vous laisser. Donc, vous avez le lien directement vers ces formations DOTS. Apprentissage profond, c'est un autre exercice que celui que j'ai montré là sur les détections des voitures et des avions. Et Google Earth Engine, vous avez quelques exercices ici. Les plateformes web, vous avez quelques exercices là, avec la vidéo et toutes les ressources qui sont disponibles. Donc, c'est sûr que je ne peux pas rentrer dans les détails. Je préfère vous montrer tout, pointer les ressources pour que vous preniez le temps de faire des choses à tête reposée, que prendre un seul exercice et détailler, voilà le script pour aller chercher telle image, voilà la ligne pour aller faire. Voilà le tout en bloc. Et à vous de prendre le temps de regarder ça en fonction de vos besoins, en fonction de votre intérêt. Mais je pense que ça vaut la peine moi, en tout cas, quand j'étais étudiant ici, j'avais le temps. J'avais le temps de pouvoir explorer tout ça. Maintenant, c'est sûr on va maîtriser quelques petits trucs là, techniques, mais on n'a pas le temps d'être très technique. La majorité de mes collègues ne sont pas très techniques, à part deux, j'en ai parlé la dernière fois. Michael Germain ou Ada Samuel Fouchetani qui sont pas mal techniques. Moi, mon défaut là, c'est que je me débrouille trop bien avec MATLAB, donc je fais tout avec MATLAB. Donc, je suis un peu handicapé avec Python, avec les autres langages. Donc, j'ai un peu de paresse avec Na'jaz, avec quelque chose que je ne maîtrise pas, alors que je peux faire
ça en quelques minutes avec Matlab. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'ai dépassé un petit peu le temps. Et merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, soit maintenant, soit envoyez-moi par courriel. Si vous avez besoin de données, je ne sais pas, n'importe quel besoin, n'hésitez pas à me contacter par courriel. D'accord? Donc, tapez juste mon nom et il vous amène directement au département de géomatique appliquée. Vous avez mon courriel et il me fera plaisir là de vous répondre. Et comme ça, merci beaucoup. Merci, professeur Ambrosy, pour votre intervention et surtout pour l'enrichissement des formations. Donc, j'imagine que nos doctorants et nos étudiants ont du pain sur la planche. Donc, on est en fait envahis et on espère aujourd'hui, non pas seulement de data, mais d'informations. Et trouver la bonne information au moment opportun, c'est ça le but, je dirais, de la chose, parce que il y a tellement d'avant, on n'avait pas autant d'informations. Mais aujourd'hui, on est envahi. Et aller rapidement vers l'information pertinente, c'est ça le défi aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore une fois, professeur. Sans tarder, j'accorde la parole à l'assistance.